Ravi de vous retrouver ici au Quorum à Montpellier pour cette tournée Transformons la France. Quand on parle de transformation, justement, il y en a qui révolutionnent totalement nos activités, vous vous en doutez, et parmi celles-là se trouve la décarbonation. Pour préserver la planète, limiter le réchauffement climatique, nous devons impérativement réduire notre empreinte carbone, c'est-à-dire limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, vous le savez, l'État notamment a mis en place des dispositifs pour aider les entreprises, les entrepreneurs et notamment le milieu industriel à investir dans des équipements moins gourmands en CO2. Pour cela, il faut évidemment pouvoir en amont s'appuyer sur un certain nombre d'innovations, sur celles et sur ceux qui ont senti finalement très tôt qu'une révolution de nos modes de consommation était en train de se jouer. C'est votre cas, Luc Mas. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de SLB à Béziers. L'usine est à Béziers. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Je vais terminer les présentations. À côté de vous, Christian Assaf, bonjour. Bonjour. Conseiller régional. Vous êtes notamment membre de la commission économie, emploi, innovation et réindustrialisation d'Occitanie, mais pas seulement. Vous êtes aussi à la tête de l'agence de l'énergie. C'est aussi la raison pour laquelle vous êtes doublement intéressé pour nous parler de ces transformations en cours. À mes côtés, Yannick Chasse, bonjour. Bonjour. Cofondateur et CTO de Sweep. On va expliquer ce qu'est Sweep. C'est une plateforme qui va être utile pour tout un tas d'entrepreneurs qui sont dans la salle et qui nous suivent évidemment en distanciel. Luc, je voudrais qu'on commence par vous, parce que vous êtes en fait l'exemple d'une entreprise qui pivote et qui prend un coup d'avance. Vous êtes à la tête de l'usine qu'on appelle l'usine Cameron, ici à Béziers depuis 12 ans, et vous avez vécu de plein fouet en fait ce que vous appelez vous les soubresauts provoqués par la crise dans le secteur du pétrole. Et alors, il se passe quelque chose en 2014, je crois, et j'aimerais que vous nous racontiez. Vous avez l'intuition qu'il faut tester de nouvelles choses, tout simplement parce qu'il y a un retournement du marché. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en 2014 a démarré la plus grosse crise que l'oil and gas a subie ces derniers temps, la crise de l'offre et de la demande. Et alors que notre usine travaillait à plein régime, on était plus de 1000 sur le site à ce moment-là, le baril de pétrole a commencé à dévisser puisque effectivement l'offre était plus importante que la demande. Donc on n'est pas dans une zone oil and gas, en fait, c'est pas un bassin oil and gas. Donc l'idée c'était de s'arrêter, de lever la tête et de regarder ce qui se passait autour de nous. Et alors, qu'est-ce qui se passait autour de vous ? Autour de nous, ce qui se passait, parce qu'on fabrique des grosses pièces en acier, en l'occurrence, on fait de gros assemblages, du test. Et ce qui se passait, c'était les investissements majeurs de la région à Port-la-Nouvelle. Et alors, justement, quand vous regardez ce qui se passe à Port-la-Nouvelle, vous vous dites, comment nous, fabricants de grosses pièces, de ces grosses machines, on peut s'inscrire dans ce mouvement que vous sentez poindre à Port-la-Nouvelle, dans ces filières qui sont en train d'émerger, que ce soit l'éolien ou l'hydrogène. C'est ça, on se rapproche donc de la région Occitanie, de Windhoek entre autres, et puis on explique qu'on a des compétences en termes de production, de design de ligne de production, de mise en place de lignes de production, de paramétrage, de suivi de supply chain, etc. Et on se dit, on pourrait vous aider. Alors pour l'éolien flottant, ça nous paraissait assez évident puisqu'il s'agissait aussi de grosses pièces. Pour l'hydrogène, moins, mais on s'est impliqué dans ces réseaux et on a essayé de se diversifier. Donc. Alors j'ai parlé de pivot tout à l'heure parce qu'effectivement on voit le mouvement s'amorcer, mais il y a quelque chose que vous ne dites pas, c'est qu'à l'époque vous faites un peu ça quand même sous le manteau, parce que les patrons ne sont pas du tout d'accord. En 2016, il va falloir l'arrivée d'un homme qui va vous faire confiance et qui va vous dire allez-y, continuez discrètement à innover. C'est la petite histoire de la belle histoire en fait. Ouais. C'est que jusqu'en 2016, nous étions Cameron. Et donc, usine américaine, groupe américain. Et quand on a communiqué sur le fait qu'on voulait se diversifier en externe... On vous a dit non. C'est non, no way. Donc, on a continué à faire ça et à travailler avec la région. C'était peut-être possible parce qu'on était loin de Houston, en l'occurrence. Donc, on a travaillé un petit peu, effectivement, sous le tapis, quoi. Bon, ce qui s'est passé ensuite, on est devenu Schlumberger. Et le visionnaire, c'est certainement notre CEO, le patron d'SLB maintenant, puisque c'est lui qui était en charge de l'intégration de Cameron chez Schlumberger. Et c'est un Français, quand il est venu à Béziers, on lui a expliqué, OK,
nous, c'est assez compliqué. C'est pas un bassin oil and gas, c'est un business cyclique. Je pense qu'on a peu d'avenir si on ne se transforme pas. Se transformer ici, c'est l'éolien flottant ou l'hydrogène. Donc il nous a demandé de continuer à le faire discrètement, mais à continuer à le faire. Puis plus tard, cette personne-là est devenue le grand patron de Schlumberger et il a embrassé la transition énergétique puisqu'il a créé SLB dans la foulée, le logo étant la courbe de décarbonation de la planète. Et donc il a supporté toutes les initiatives qu'on avait démarrées chez nous en Occitanie depuis 2014. On voit bien, Christian Assaf, que ça tient aussi à des hommes, à des visionnaires, à des gens qui vont oser, et au soutien des collectivités. Parce que pour voir en 2014 que le pari est gagnant pour Cameron, qui devient SLB, il fallait que la région y croie aussi. C'est un engagement collectif, finalement, qui se joue à chaque fois. Oui, lorsqu'en 2015, à l'orée de cette nouvelle région Occitanie qui se crée, Carole Delga annonce qu'elle veut faire de ce nouveau territoire, né de la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, la première région d'Europe à énergie positive, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, réduire par 3 nos consommations d'énergie et multiplier par 2 notre production d'énergie renouvelable, ça n'est qu'un slogan politique, ça n'est qu'un objectif politique. Et tout de suite, nous nous sommes attelés à mettre en place des dispositifs d'accompagnement, qu'ils soient techniques, financiers. Mais il nous a fallu aussi aller à la rencontre, finalement, de ceux qui pouvaient nous aider à remplir ce pari. Et qui, si ce n'est les chefs d'entreprise, ceux qui osent, ceux qui innovent, ceux qui, loin de vouloir contribuer à faire émerger ou à faire réussir ce pari, étaient déjà là-dedans, étaient déjà pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pourquoi pas. Et finalement, lorsqu'une collectivité, avec son ambition politique, ses dispositifs, la mise en place de politiques publiques, rencontre des acteurs sur le terrain qui, eux, sont en demande de soutien technique, financier, des fois simplement en demande de visibilité pour permettre de rencontrer les probables ou futurs investisseurs, ça donne ce qui s'est produit autour de Béziers et Genvia, autour de Port-la-Nouvelle et de l'éolien. Donc, à la fois le mariage d'une ambition politique et économique. Comment on fait pour poser les premières briques quand il y a effectivement cette feuille de route, cette ambition politique qui est donnée? Comment est-ce qu'on embarque tout le monde derrière? Parce qu'on est, et je passerai la parole juste après à Yannick Chasse, on est vraiment entre deux mondes, l'ancien monde et le nouveau, celui qu'il faut écrire. Mais on apprend en marchant. C'est-à-dire que l'objectif, il est clairement identifié. On met en place, je le disais, des dispositifs administrativo-politiques au sein de l'institution. Et puis on se rend compte que finalement, on manque peut-être un peu de souplesse, que finalement le Code général des collectivités locales ne permet peut-être pas de répondre complètement à la demande des entreprises. Et là, en l'occurrence, avec ce qui se déroulait autour de Cameron et de Genvia, ça nous a obligés à nous adapter. À nous adapter comment ? Par exemple, en créant l'Agence régionale de l'énergie et du climat, qui était une agence à la main de la région, mais qui pouvait agir de façon plus souple. Par exemple, qui a permis de rentrer en haut de bilan au sein des entreprises qui avaient besoin de financement à ce moment-là, ce que la région elle-même ne pouvait pas faire directement. C'est également l'investissement, l'orientation de nos politiques publiques à ce moment-là vers l'hydrogène. Ça, j'allais dire, tous ces dispositifs-là, que ce soit la création de l'Agence régionale de l'énergie et du climat, mais tous les fonds qui ont pu accompagner les entreprises dans ce secteur-là, finalement, nous les avons mis en place assez rapidement, en faisant un peu du sur-mesure, d'une certaine façon. Et à la suite de quoi, lorsque le dispositif était opérant, lorsqu'il répondait à une demande, notre objectif était de le déployer. Et donc, sur l'ensemble du territoire, et de l'offrir à d'autres entrepreneurs. Voilà. Donc, si vous voulez,
ça a été une période, la période 2015 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où on a avancé en marchant, si je puis dire, et on a adopté nos dispositifs en fonction de la demande des entreprises. Oui. Alors, on parlait de ces deux mondes, justement, l'ancien et le nouveau. Yannick Chaz, cette rencontre, c'est aussi un peu ce à quoi vous vous attaquez aujourd'hui, puisque depuis 2020, avec Sweep, vous avez commencé à essayer de faire changer les mentalités dans les entreprises. La transformation que l'UCMAS a sentie nécessaire, il y en a d'autres, il faut bien se l'avouer, qui ne l'ont pas vu venir, ou en tout cas qui ne l'ont pas forcément prise au sérieux dès le départ. Avec votre plateforme, vous les aidez finalement à opérer cette conversion. Alors oui, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous voyez, on a la volonté politique d'aller dans le sens d'améliorer l'impact climatique, les émissions de gaz à effet de serre. On a des solutions technologiques sur le terrain, l'hydrogène, l'éolien en mer. Et nous, en fait, on se positionne entre les deux avec une solution logicielle qui va permettre d'attaquer la première étape des problématiques climatiques, qui est la mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart des entreprises ne savent même pas ce qui se passe au niveau du carbone dans leur entreprise. Ouais, elles ne savent pas combien elles émettent, Exactement. donc il faut qu'elles puissent mesurer. Donc la première étape, c'est la mesure. Et nous, ce que nous fournissons, c'est un logiciel, c'est une plateforme logicielle en ligne qui permet, grâce à plein d'outils dans la plateforme, de collecter de la donnée auprès des entreprises afin d'établir une première image qui est le bilan carbone. Et ensuite, continuer de collecter la donnée dans le temps, toutes les données d'activité, que ce soit dans les systèmes d'information, que ce soit au travers de questionnaires auprès des employés, ou toutes les données qui contribuent à émettre du carbone, en fait, c'est-à-dire toutes les activités de l'entreprise, de sorte d'établir le bilan carbone et ensuite de suivre dans le temps afin de mettre en place une stratégie de réduction. Et dans les stratégies de réduction, on peut imaginer qu'une initiative soit passer à l'hydrogène, ça soit réduire l'utilisation de l'avion. Enfin, il y a plein de mécaniques à mettre en place, d'action. Mais la plateforme accompagne les entreprises dans la compréhension des émissions carbone. On ne va pas se mentir, Yannick. Jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui ne savaient pas véritablement quelles étaient leurs émissions. Un bilan carbone, c'était pas forcément pour elles. Là, ça va devenir la norme, ça va devenir obligatoire. Donc, il va falloir avoir une obligation de résultat. Il va falloir pour ça mesurer et savoir où on met le curseur. Parce que bien souvent, les entreprises pensent qu'elles émettent à tel endroit et en fait, elles se trompent. Il faut aller chercher les émissions à un autre endroit. Oui. Donc oui, encore une fois, 95% des entreprises aujourd'hui ne mesurent pas leur carbone, donc ne savent pas où sont leurs émissions. On a l'exemple d'un client qui, en utilisant Sweep, s'est rendu compte que le plus gros de ses émissions ne venait pas du transport, ne venait pas de l'énergie, mais venait du packaging, donc en gros le type de packaging qu'il faisait pour ses produits. Et en passant d'un packaging de type plastique à du carton, non seulement il réduisait ses émissions de carbone, mais en plus, il gagnait financièrement sur la solution. Et donc, encore une fois, nous, on croit beaucoup à l'approche très donnée, très basée sur la donnée, pour deux raisons. Un, ça donne une image valide et juste, précise des émissions de carbone, et ça permet de donner de la transparence et de l'auditabilité aux entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une démarche plutôt volontaire, mais demain, avec toute la réglementation qui va rentrer en jeu, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau local, les entreprises vont être contraintes d'établir ce genre de reporting extra-financier, et il leur faudra des outils tels que Sweep pour permettre d'avoir quelque chose de valide et juste et auditable. Finalement, cette réglementation dont vous parlez, qui évolue, qui n'était pas obligatoire mais qui le devient, c'est aussi ça qui va pousser, qui va faire progresser. Et ma question s'adresse à tous les trois. Les innovations, leur faire changer peut-être d'échelle, Luc. C'est ça qui va accélérer le mouvement ? Oui, parce que c'est gagnant-gagnant en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a... Lorsqu'on va mettre en place ces réglementations-là, dans un premier temps, du moins, il y aura forcément des gains immédiats. À partir du moment où on mesure effectivement les consommations de gaz, d'électricité, d'eau, etc., on peut identifier les endroits où on en consomme trop. Et donc, on va faire en sorte d'en consommer moins. Et si on en consomme moins, mais bien évidemment, c'est gagnant pour la planète, mais c'est gagnant pour l'entreprise aussi. Puisqu'on dépense moins, on réduit nos coûts. Il y a ensuite il y a quelque chose qu'on ne mesure pas aussi, c'est l'engagement de nos collaborateurs, de nos collaboratrices et nos collaborateurs. C'est-à-dire que
on était dans un milieu, c'est vrai, le milieu du pétrole, bon, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver les jeunes, c'est pas top, et puis on n'était pas super à l'aise pour discuter de ça, surtout dans la période actuelle. Maintenant, en actant cette transformation, cette transition, en l'occurrence, toutes les personnes qui sont impliquées dans cette transition, nos partenaires, notre écosystème, toutes les personnes qui ont un rôle à y jouer, sont fiers de participer à ça. On a l'impression réellement de transformer quelque chose, d'écrire une partie de l'histoire. Donc ça, c'est éminemment important. C'est aussi votre sentiment, Christian Assaf? Oui, bien sûr que la loi, la réglementation, elle peut aider, mais si finalement, que ça soit pour des raisons sociétales, mais surtout si on n'arrive pas à trouver un modèle économique qui permette cette transformation, elle ne se réussira pas à coups de schlass et de bâton. S'agissant par exemple de la décarbonation des industries, quand je disais qu'on avance en marchant, très rapidement on s'est rendu compte que des grands groupes, Villeroy et Boch, Andros, l'aérospatiale, avaient ce souci de décarboner leur production, mais que d'abord ils n'avaient pas vraiment conscience de la mesure, de ce en quoi ils contribuaient à carboner notre monde. Deuxièmement, lorsqu'on arrivait à peu près établir leur empreinte carbone, eh bien, il y avait une question d'ordre financier, c'est-à-dire que non pas qu'il n'y avait pas la volonté politique de le faire, mais cet argent qu'on doit mobiliser pour transformer notre outil de production afin de le décarboner, on en a également besoin pour être innovant, performant. Donc c'est là que nous a été soufflé l'idée de mettre en place un fonds, le fonds Fitéo par exemple, qui permet de prendre en charge, c'est un outil financier, qui permet de prendre en charge cette décarbonation et aux investisseurs de cette décarbonation de se payer sur les économies d'énergie. Cette transition-là... C'est un cercle vertueux, finalement. C'est un cercle vertueux. Après, évidemment, l'entreprise s'en saisit et réoriente ses investissements. Mais il y a ce fond d'amorçage, cet effet d'entraînement, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que la réglementation, c'est bien, mais plus tard elle intervient, mieux c'est quand même. Justement, puisque vous parlez des fonds, c'était pas évident il y a quelques années d'aller chercher ces fonds de soutien, justement, d'aller chercher les financements pour accompagner les transformations, pour accompagner les innovations. Il fallait finalement trouver aussi ceux qui croyaient que c'était une filière d'avenir. Et ma question peut-être s'adresse à vous, Luc, mais aussi à vous, Yannick. Alors, je pense qu'on est dans une terre bénie des dieux, en l'occurrence, en Occitanie. Voilà, pour faire clair, parce que, en l'occurrence, c'est quand même une région qui est à taille humaine. Si je regarde ce qui se passe pour mes collègues qui sont en charge d'usines aux alentours de Paris, par exemple, c'est plus compliqué d'avoir un accès immédiat aux bons interlocuteurs, que ce soit au niveau de l'État, en région, que ce soit au niveau de la région, etc. Chez nous, c'est pas comme ça. Ça reste à taille humaine. Donc on a cette possibilité d'avoir cet accès-là. Donc ça a énormément facilité la donne, en l'occurrence. Vous êtes d'accord, Yannick? Ça facilite aussi quand on a ce contact, cette approche plus à taille humaine, plus au niveau régional. On sent qu'on est soutenu, qu'on est poussé. Oui, mais je pense qu'il y a différents leviers au niveau régional qui sont intéressants. Il y a le financement, ça en fait partie, ou les acteurs locaux qui nous accompagnent dans la croissance de la société. Il y a aussi un sujet important, c'est l'accès aux talents, aux étudiants, au marché en fait local pour être capable d'embaucher. Et en fait, l'avantage qu'on a en Occitanie, qui est intéressant, c'est qu'on a quand même quelques écoles et quelques universités solides dans lesquelles on peut aller chercher des talents pour venir alimenter nos entreprises. Et typiquement, nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille beaucoup avec l'Université de Montpellier, avec Polytech en particulier, pour recruter des ingénieurs, pour recruter aussi en école de commerce, localement, en fait. Et donc ça, c'est plus facile que sur le bassin parisien, typiquement. Ouais, ça signifie qu'aujourd'hui, la région Occitanie, sur ces questions-là, en tout cas, sur d'autres aussi probablement, elle a une longueur d'avance parce peut-être qu'elle a réfléchi à ces problématiques dès avant. Ça doit être un trait de caractère de la région. Oui, on pense qu'on a toujours une longueur d'avance et qu'on est les meilleurs. Ceci étant dit, je vais essayer d'objectiver cette impression. Par exemple,
En matière de recherche et développement, la région Occitanie consacre 3,7%, pas seulement, avec l'État, consacre 3,7% du PIB régional à la recherche et développement. C'est bien supérieur à ce que fait l'État français et c'est déjà bien supérieur aux préconisations européennes. Pourquoi on le fait? Ça a été dit et très bien dit par votre collègue en introduction. Oui, c'est vrai, notre région, et particulièrement, on va dire, le territoire montpelliérain, n'est pas une région d'industrie, on n'a pas de pétrole, mais on a en effet un formidable gisement. C'est les un peu plus de 100 000 étudiants qu'il y a sur ce territoire. La matière grise. Un peu plus de 7 000 chercheurs. Alors tous les chercheurs ne trouvent pas, mais quand même. Et cet écosystème-là, il nous oblige. Il nous oblige parce qu'il fait partie, voilà, du moteur de l'économie territoriale et donc régionale. Et du coup, nous n'hésitons pas à les solliciter. Et ce qui a vraiment changé, la révolution qui s'est opérée depuis, une petite vingtaine d'années, c'est la mise en relation justement entre les entrepreneurs, qu'ils soient confirmés ou en devenir, et les étudiants, chercheurs, qu'ils soient en devenir ou qu'ils soient confirmés. Alors justement, ces innovations, cette matière grise, elle se met au service des nouveaux sujets de société. Hein. On parlait de la décarbonation, c'est vraiment une des problématiques majeures qui se posent à nous aujourd'hui. Votre innovation, je voudrais qu'on en parle quand même, Luc, elle réside dans le fait que vous avez un modèle de ligne de production de masse. Si je simplifie, et je vais essayer de parler comme si les élèves en face de moi étaient plus petits. En gros, avec une même matière première, vous allez pouvoir fabriquer des grosses ou des petites pièces et en quantité à la demande, si je schématise. Pour nous, il y a 3 innovations, en l'occurrence. Il y a l'innovation technique, le produit à proprement dit. Alors, on peut parler des électrolyseurs Genvia, etc., mais c'est valable pour les éoliennes, c'est valable pour tout un tas de solutions techniques, y compris le nucléaire. Donc ça, c'est clé. Et je pense qu'on a des super laboratoires en France, bon, il y a le CEA, entre autres, mais pas que, qui sont capables de mettre au point des universités toutes ces technologies. Ensuite, on a des capacités industrielles. Alors certes, c'était peut-être pas à la mode, mais on a réellement des capacités industrielles. Donc nous, notre savoir-faire, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle des flexible manufacturing systems. Donc il faut imaginer, alors ce sont des grosses machines, en l'occurrence, qui sont composées de tout un tas de machines capables de tailler de l'acier, de souder, de faire de l'induction, de faire de l'ébavurage, de faire du contrôle tridimensionnel, de faire du revêtement de surface. Et ces machines sont connectées digitalement les unes aux autres. Donc à partir du moment où on peut estimer qu'on peut obtenir une pièce, qu'on peut fabriquer une pièce à partir d'un bloc d'acier d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, par exemple, si vous avez toutes les ébauches d'acier qui sont stockées dans des rayonnages, tous les outils coupables nécessaires qui sont stockés, tous les programmes pour chacune des machines qui existent, vous venez expliquer à votre machine, qui est un gros ordinateur, en fait, je veux 3 fois celle-ci, 2 fois celle-là, 4 fois celle-là, et puis le système se débrouille tout seul pour aller chercher les blocs d'acier, pour les usiner, pour les ébavurer, pour faire de l'induction, pour faire du contrôle, etc. Et la pièce sort finie dans un temps record. Et cette technologie nous permet d'être compétitifs avec les pays où les pièces étaient fabriquées. Donc réellement, on a relocalisé de la production. Et c'est ce qui vous a permis aussi, j'en reviens au tout début de l'histoire, d'adresser les marchés auxquels vous ne pensiez pas au départ. Hein. Vous m'avez dit, l'éolien, ça nous semblait assez évident, l'hydrogène, beaucoup moins. Là, pour le coup, on peut travailler sur de plus petites pièces. C'est ça, c'est-à-dire qu'on était spécialiste produit, le puits de pétrole, le BOP, qui évite au puits qui permet au puits de contenir la pression, et on est devenu des spécialistes process. Donc cette machine dont je vous parle, si vous venez remplacer n'importe quel équipement de fabrication par un autre équipement, ça continue de fonctionner. Donc en clair, c'est la même conception que celle de la ligne de produits qui va fabriquer les électrolyseurs de Genvia. C'est la même logique. Donc on est passé de fabrication de pièces d'acier de petite dimension, je dirais. Maintenant, Genvia va développer la production de masse d'électrolyseurs pour créer des systèmes qui produiront eux-mêmes de l'hydrogène décarboné.
Et puis bon, l'idée, c'est, puisque à la base on travaille sur des grosses pièces, c'est de développer des flexible manufacturing systems pour des très grosses pièces. À ce moment-là, on pourrait servir l'éolien flottant, l'hydrolien, le nucléaire, etc., etc. Oui, tous les projets qui sont en cours de développement et dont Cécile a parlé tout à l'heure. C'est la même chose finalement pour vous, Yannick. Vous êtes aujourd'hui en capacité d'adresser des gros comptes, de faire en sorte que les outils de mesure ne soient pas du greenwashing, mais soient bien réels. Ça permet ensuite finalement de rendre l'ensemble du système plus vertueux. Ce qui est important sur ces sujets climatiques, c'est que c'est assez facile de dire n'importe quoi. Il faut pas mal de temps pour expliquer pourquoi c'est n'importe quoi. Et du coup, notre approche et notre ligne avec Sweep, d'un point de vue logiciel, c'est justement d'aller contre ça en proposant un outil qui est transparent, c'est-à-dire qu'on donne de la transparence sur comment les calculs sont faits. Ce n'est pas une boîte noire. On adresse des larges volumes de données pour permettre justement aux grands comptes d'être en capacité de faire un bilan carbone exhaustif. Et on injecte l'expertise métier, donc tout le savoir de la méthodologie de bilan carbone, de GHG émissions, etc., dans la plateforme pour les accompagner, les aider à prendre de bonnes décisions de sorte qu'ils puissent justement faire leur transition en réduisant leurs gaz à effet de serre, mais aussi en continuant d'opérer. Et ce qui est difficile, d'ailleurs, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comment fait-on pour passer d'un monde très carboné où la croissance est globalement indexée sur le carbone vers un monde où on continue de croître tout en décarbonant. Et ça, c'est difficile, mais on pense, nous, qu'il faut, dans un premier temps, on ne va pas changer le monde du jour au lendemain, le système est compliqué. En revanche, il faut commencer à s'outiller, commencer à comprendre. La première des solutions, c'est de comprendre ce qui se passe et petit à petit aller vers ce monde-là. On a parlé des grands comptes, c'est valable aussi pour les plus petites entreprises aujourd'hui parce que par effet de ruissellement, tout le monde est concerné, tout le monde est embarqué, hein, y compris les fournisseurs. Oui, exactement. Donc le carbone, c'est vraiment, les entreprises sont interconnectées. Le carbone est un sujet de données et de réseau. C'est-à-dire que les grands comptes, oui, sont peut-être les plus ont le plus de données à gérer, mais ils ont une myriade de petits fournisseurs. Et il y a certains fournisseurs qui ont un seul client, un seul grand compte. Et ces gens-là, il faut les accompagner aussi, il faut les aider à comprendre comment eux peuvent décarboner pour aider le grand compte à décarboner. Il faut savoir que ce qu'on appelle le scope 3, qui globalement les émissions qui sont en dehors du périmètre direct de l'entreprise, représentent entre 70 et 90% du bilan carbone. Donc si vous voulez vraiment opérer, en tout cas encore une fois sur des très grands comptes, si vous voulez opérer sur votre bilan carbone de manière forte, vous devez embarquer votre supply chain, vos fournisseurs, vous devez embarquer tout votre écosystème avec vous. C'est un sujet de réseau. Puisque vous parlez d'écosystème, justement, je voudrais qu'on s'y arrête sur cet écosystème. On voit bien que ça marche par écosystème, hein, Christian Assaf. On n'a pas de solution tout seul, de manière isolée dans son coin, à plus forte raison quand on est dans un territoire qui est peu industrialisé, comme la région Occitanie. Il faut vraiment fonctionner en cercle vertueux pour qu'on arrive à embarquer tout le monde. Oui, la thématique nous y oblige, hein. Ça a été très bien dit d'ailleurs. On ne peut réussir qu'en réseau. Et donc, faire des coups, ça ne marchera pas. Et donc, lorsqu'on est à l'émergence d'une nouvelle énergie, il faut immédiatement penser à ses débouchés, à sa structuration en filière. Bon. Et on le voit très bien avec l'exemple qui a été donné sur ce que j'appelle l'environnement Béziers pour la Nouvelle. Quoi. Il y a de l'éolien, il y a de l'hydrogène. Bon. Moi, il me semble que pour éviter justement d'être dans l'expérimentation, d'être uniquement dans l'innovation, il faut qu'on arrive à embarquer le plus grand nombre d'entre nous. Et d'abord nos concitoyens, pour qui la transition énergétique, c'est source d'inquiétude. Et honnêtement, ce n'est pas les dernières images que l'on voit du Nord-Pas-de-Calais, par exemple, qui vont faire changer nos concitoyens. Et pourtant, on ne peut pas réussir cette transition sans eux. Y compris les petites et moyennes entreprises qui sont le tissu économique de notre territoire et qui, eux, ne sont pas des majors, n'ont pas la structuration, n'ont pas le service recherche et développement adéquat. Et donc, pour les embarquer, il faut aussi qu'ils soient contributeurs
J'ai en tête, voilà, la dernière innovation qu'on a souhaité mettre en place, qui s'appelle cotoiturage. Le cotoiturage, c'est de permettre à des particuliers, à des petites PME, finalement, de mettre leurs panneaux photovoltaïques. Et nous, quand je dis nous, c'est l'Agence régionale de l'énergie et du climat avec des partenaires, c'est de faire en sorte que cette production vienne par exemple nourrir, alors là, un système beaucoup plus important, un réseau beaucoup plus fourni. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai pari, en tout cas pour nous, la région, c'est de faire en sorte que, tant sur le plan des acteurs économiques que des consommateurs, si je puis dire, il faut arriver à embarquer le plus grand nombre et à participer à cette formidable aventure qui est aussi la transition énergétique, quoi. Oui, vous parlez de co-construction, c'est important, je pense que ça vous parle, Luc, parce que Genvia, c'est ça aussi, c'est une co-construction, c'est une co-entreprise, pas seulement Genvia, il y en a d'autres dans laquelle vous êtes impliqués, mais c'est un exemple de ce qui peut se faire quand on met finalement cette fameuse matière grise, cette innovation au service de l'intérêt commun. En fait, il n'y a pas 50 000 solutions pour acter la transition énergétique. Soit on va décroître, on va générer de la décroissance, en l'occurrence, peut-être qu'il en faut dans certains cas, je ne dis pas le contraire, mais soit on va nous demander de nous adapter sous contrainte. Et tout ça, ça va être compliqué pour les uns et pour les autres. Donc il faudrait essayer de trouver une solution qui donne envie à tout le monde de l'embrasser. Donc l'écosystème, c'est une de ces solutions-là. On est, nous, en Occitanie, je disais Terre bénie des dieux tout à l'heure, en Europe occidentale, la zone la plus ensoleillée, la plus ventée, la seule certainement où la mer est suffisamment profonde pour accueillir des éoliennes flottantes. Au milieu de tout ça, il y a l'opportunité de Genvia. Au milieu de tout ça, si on embarque l'écosystème, tous les écosystèmes, toutes les parties prenantes, on va pouvoir faire de la nuance et petit à petit muter tout ce qui se passe. Donc on pourra générer de l'énergie propre localement, l'exploiter localement, créer des richesses de façon raisonnée, je dirais, tout en recyclant peut-être ce qui est produit et en embarquant tout le monde, réinventer un modèle. C'est cet écosystème durable aux énergies naturelles qu'on a voulu réinventer, qui s'appelle l'Éden, avec la région Occitanie, avec l'État aussi, où on embarque un maximum de partenaires pour, y compris les plus jeunes dans les écoles, pour leur dire venez commencer à changer le monde. Ouais, la dimension territoriale, Yannick, Luc, Christian, elle est essentielle, elle est centrale dans ces projets de transformation. Ça se fait véritablement à l'échelle du territoire. Oui, pour le copier et le coller. Pour le copier et le coller, ou pour en tout cas impulser le mouvement? Oui, impulser le mouvement et puis faire de nos faiblesses des forces. Évidemment que, par exemple, la question de l'aérospatiale et de l'avion en particulier dans notre région est un moteur économique essentiel. Et pourtant, on pourrait se dire, c'est avec le développement du train et puis la décarbonation de l'économie aujourd'hui, c'est la mort de l'avion. Pas du tout. Là, on s'oriente vers l'avion vert. Est-ce qu'on est capable ici, en Occitanie, comme on a été précurseur avec Airbus, d'inventer l'avion vert? Moi, j'en suis convaincu. Et de faire participer le plus grand nombre à cette aventure, c'est finalement passionnant pour un élu, en tout cas l'élu que je suis, oui. Yannick, on parlait d'avion. Je crois que c'est comme ça que ça a commencé, vous, la prise de conscience, avec une histoire d'avion. Exactement. Mais il faut faire un petit peu attention à ce que... Encore une fois, au problème qu'on essaie de régler aux ordres de grandeur. Oui, on va être capable probablement un jour de faire un avion à hydrogène, mais ce n'est que la moitié du problème, typiquement. C'est-à-dire que ce qui se passe en altitude, c'est que les traînées atmosphériques génèrent un pouvoir réchauffant sur la planète, et donc avoir un avion zéro carbone, ça n'existera jamais. Donc ça passera par une sobriété, voulue ou imposée, des voyages. Donc oui, on va probablement arriver à trouver des solutions technologiques au voyage. Est-ce que ça va être la panacée? Est-ce qu'on va pouvoir continuer de faire comme avant? Probablement pas. Et je pense que c'est important de remettre ça dans le contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Encore une fois, dans l'ordre de grandeur, dans l'échelle dans lesquelles on se trouve en termes d'émissions de CO2. Les solutions technologiques vont nous aider, mais il va falloir quand même passer par... peut-être pas de la contrainte, mais de la sobriété ou une manière différente de fonctionner. Et ça passera, pour répondre à votre question, par des écosystèmes locaux nécessairement. Le territoire au cœur, effectivement, de cette transformation de la France.
ici à Montpellier, au Quorum. Christian Atzaf, merci d'avoir été avec nous. Luc Mas également, Yannick Chaz. Je vais laisser la parole d'ici quelques instants à mon collègue Loïc Rivière. Et cette fois, nous allons parler d'économie d'énergie.